Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des actions de croissance en bourse et plus particulièrement du problème des actions de croissance. Donc il faut savoir que pour contextualiser un peu la chose, donc j'ai fait une mind map, hein, je ne sais pas si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pour contextualiser la chose, deux approches sont vraiment très reconnues sur les marchés financiers depuis plusieurs décennies et notamment depuis plus d'un siècle. On a ces deux approches qui sont les plus reconnues. Ça va être l'approche value d'un côté et l'approche croissance, donc l'approche growth en anglais, de l'autre. Et donc voilà, donc avant de, on va dire, développer tout ça, je vais un peu définir les termes quand même pour qu'on se perde pas. Donc l'approche value, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait les actions qui sont considérées comme sous-évaluées par le marché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le boulot, on va dire, de l'investisseur value, ça va être de détecter des opportunités de marché, de détecter des actions qui sont potentiellement sous-évaluées. Donc comment on peut savoir si une action est sous-évaluée? En fait, en fonction des cycles de marché, en fonction oui, des cycles, des tendances, etc. Il y a certains secteurs qui sont plus sur ou sous-investis en capital. Et en fonction de ça, l'investisseur value, il va essayer de détecter, on va dire, des opportunités et de valoriser les actifs qu'il analyse et d'estimer une valeur juste et de la comparer avec la valeur actuelle. Et donc ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter l'actif et qu'il va le revendre, déjà espérer qu'il retourne à sa valeur intrinsèque, et une fois qu'il retourne à sa valeur intrinsèque, pourquoi pas le revendre, ou en tout cas le conserver en fonction d'autres critères, parce qu'il n'y a pas que ça qui rentre en jeu, bien évidemment. Donc c'est un peu ça, donc c'est en gros les actions qui sont considérées comme sous-évaluées par le marché, sous-investies en capital. Et ensuite l'approche growth, donc l'approche croissance, ce sont les actions dont les bénéfices et aussi les prévisions de bénéfices sont supérieures à celles du marché. Et le problème de ça, c'est qu'on va avoir souvent des ratios de valorisation qui vont être plus élevés que la moyenne, donc des ratios de valorisation très élevés, qui s'expliquent, qui se justifient pas forcément, mais qui s'expliquent par justement une croissance future plus importante. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en bourse, déjà, tout ne se justifie pas, mais tout s'explique, et que à quel point est-ce que c'est justifiable le fait de payer 30, 40, 50 fois les bénéfices, voire plus, à une entreprise, parce que le problème principal à ça, c'est que l'approche de croissance part du principe, en tout cas si on accepte le fait de payer aussi cher des boîtes, on part du principe qu'on connaît déjà le futur à court et à moyen terme. Ça veut dire que si vous acceptez aujourd'hui de payer 40 fois ou 50 fois les bénéfices d'une entreprise, c'est parce que vous estimez que le fait qu'il y a la croissance future les prévisions de croissance vont être correctes, voire plus élevées. Et donc vous partez du principe que vous connaissez déjà les résultats futurs. Et ça, c'est problématique parce qu'on ignore un risque qui est important, qui est un risque lié justement à l'incertitude. Le problème, c'est que c'est très difficile de pricer le risque, et les gens qui partent sur une approche de croissance partent du principe qu'en gros, le marché a déjà pricé le risque, et que globalement, si on paye 40 fois les bénéfices, les risques sont pricés, et que globalement, il va y avoir de la croissance. Donc voilà. Et en fait, j'aimerais bien revenir sur quelqu'un, sur un économiste qui a fait vraiment part de ses travaux dans un livre qui s'appelle Risque, incertitude et profit. Et ce monsieur-là, c'est Frank Knight, donc un économiste du XXe siècle. Et ce qui est très intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'il différencie deux notions que l'on confond parfois, qui sont la notion de risque et la notion d'incertitude. En fait, lui, il définit le risque comme une situation où les issues sont connues, et probabilisable. C'est-à-dire qu'on peut donner une probabilité à cette issue. Donc, par exemple, vous lancez un dé, vous savez que vous connaissez les issues, de faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, et vous pouvez donner une probabilité à chacune de ces issues. Et en l'occurrence, là, c'est un sixième pour chaque issue. Et l'incertitude, au contraire, c'est le fait d'être dans une situation où les issues sont connues, mais non probabilisables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas estimer une probabilité juste précise, en tout cas, on ne peut pas estimer une probabilité précise à cette issue, ce qui fait que ça rend la chose complètement différente du risque. Et le problème, c'est que en bourse, on ne se retrouve pas dans une situation où on a du risque, mais on se retrouve dans une situation où on a de l'incertitude. Pourquoi? Parce que on connaît, on va dire, les issues connues, les issues,
Donc globalement pour les actions de croissance, imaginons que voilà, les issues ça va être peut-être, l'année prochaine d'avoir 10 de croissance, 15 de croissance, 8 de croissance, j'en sais rien. Mais par contre, on peut pas donner de probabilité liée à ces issues, du moins de probabilité précise. On peut estimer les probabilités et globalement, vous faites le consensus de tous les analystes et vous avez une estimation. Mais ce n'est pas une probabilité qui est certaine, comme par exemple le lancer de dés, vous êtes sûr que vous avez une chance sur 6 de tomber sur 1, 2, 3, 4, etc. Et le problème de ça, c'est de pricer le différentiel entre le risque et l'incertitude. C'est-à-dire que le fait que vous ne sachiez pas exactement quelles sont les probabilités liées à chacune des issues. Et ça, est-ce que le marché le price? Ça, c'est toute la question. Si vous partez du principe que oui, à ce moment-là, vous pouvez acheter des actions de croissance. Sinon, moi, personnellement, c'est pas mon cas. Et donc, à ce moment-là, j'achète plus des actions value. Et en tout cas, il faut différencier ces deux notions. Donc, la gestion du risque. Donc là, c'est quand on a du risque, en fait, où on connaît la probabilité. Et quand on ne connaît pas la probabilité, on n'a plus une gestion du risque, mais plutôt une gestion de l'incertitude, en gros. Et ça, c'est complètement différent du risque de manière générale. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, les actions de croissance, ça devient plus une spéculation sur la croissance que de l'investissement. Alors, ça reste dans l'investissement, hein, c'est sûr, mais on est plus sur de la spéculation, sur les probabilités liées au fait de réaliser ou non les prévisions. Et d'un autre côté, on a l'approche value où en fait, on s'en fout d'avoir... c'est quand même important d'avoir de la croissance, mais c'est pas c'est pas la raison principale pour qu'on achète, parce que on paye pas une action 30-40 fois les bénéfices, quoi. Donc on s'en fout, on s'en tape complètement. Et donc voilà. Donc maintenant j'aimerais revenir sur un truc qui est en fait que peu importe l'approche qu'on prend, que ce soit l'approche value, que ce soit l'approche croissance, ou même les autres approches qui se sont greffées, on va dire, à ces approches-là plus tard, donc notamment l'approche qualité, momentum, etc. Si on prend ces approches-là au sens strict, en fait, c'est complètement du bullshit. Je dirais que c'est plus du marketing qu'autre chose, parce que ça sert à rien. En soi, tout est cyclique, et vous avez parfois le value qui va surperformer la croissance. Vous allez parfois avoir la croissance qui va surperformer le value, mais dans tous les cas, tout est cyclique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un investisseur, on va dire rationnel, il va pas il va pas être strict au sens value ou strict au sens croissance. Il va vraiment il va être tout à la fois, en fait. Il va être tout à la fois parce que ça c'est un peu, on va dire, c'est un peu logique en soi. Là c'est par exemple, alors je sais pas si vous voyez l'action. Là c'est l'action Crocs. En gros, l'action Crocs, en 2022, avant l'acquisition de HeyDude, elle s'est changée 25 fois le cash flow. Et c'était globalement une action de croissance, quoi. Alors que ensuite, lorsque l'acquisition a été faite, ça a été mal pris par les investisseurs parce qu'ils considéraient que c'était un mauvais investissement en soi, une mauvaise allocation de capital. Et l'entreprise a chuté et elle s'est changée 5 fois le cash flow. Donc en soi, l'entreprise elle est passée de croissance à value. Et ensuite, elle est devenue plus tard à 10 fois le cash flow. Je crois qu'actuellement elle est à 10 fois le cash flow. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une action peut à la fois être value à un moment donné, mais 6 mois plus tard, elle peut être growth, et 6 mois plus tard, redevenir value. Donc en fait, en fonction, catégoriser une action en fonction de critères précis, à l'instant T, ok, pourquoi pas, mais en fait, ça va changer parce que tout est cyclique, et ça c'est vraiment à comprendre en fait, que tout est cyclique et que à tout moment une action peut devenir value, peut redevenir growth. Donc en fait ça sert à rien de catégoriser, on va dire, les actions dans des typologies d'investissement parce que tout est cyclique en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait l'investisseur rationnel, pour revenir au fait de prendre, on va dire, une approche au sens strict du terme, c'est complètement bullshit parce que l'investisseur rationnel, il n'achètera pas une action de croissance trop chère, et l'investisseur rationnel, au même titre, n'achètera pas une action value qui fait pas de bénéfice. Donc en soi, on va vraiment mixer ces deux. Pour être un investisseur rationnel, il faut en soi mixer tous les éléments, quoi. À la fois l'approche value, croissance, qualité, tout ce que vous voulez. Mais ça sert à rien de prendre une approche et de rester dire renfermé dans sa bulle avec cette approche-là et ne pas, on va dire, écouter ce que font les autres approches, parce que les autres approches sont tout aussi pertinentes. C'est juste que faut pas être con en fait. Il faut pas investir dans des boîtes qui font, qui sont trop chères. Il faut pas investir dans des boîtes qui se payent 60-70 fois leurs bénéfices. Vous pouvez tout à fait avoir une approche de croissance combinée à une approche value. Et je pense que l'investisseur rationnel doit faire ça, parce que sinon, vous vous retrouvez avec Meta un PER de 500. Et du coup, vous avez pas fait de bénéfices, et globalement votre rentabilité sur 10 ans ou sur 15 ans ou sur 20 ans, elle sera probablement moins élevée que celle d'un Nasdaq. Donc voilà.
Donc ça, c'est un peu pour remettre l'église au centre du village. Donc maintenant, j'aimerais revenir sur les boîtes américaines, parce que bon, déjà, c'est 50% du marché mondial. Donc si vous ne faites pas de stock picking, a priori, vous avez au moins un S&P 500 dans votre PEA ou dans votre CTO. Donc globalement, ça vous concerne. Et globalement, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, en fait, j'ai l'impression que depuis le Covid, les gens, ils sont devenus fous, en fait. Très concrètement, les gens sont devenus fous parce que on a eu une standardisation des multiples élevés, donc vraiment aujourd'hui, c'est lambda, c'est normal, c'est devenu normal de payer 30, 35 fois, 40 fois parfois même les bénéfices d'une société. Alors qu'en fait, il faut se rappeler, à un moment donné, je pense qu'il faut se rappeler l'histoire. Il faut se dire que depuis 20, 30, 40 ans, 50 ans, allez, et même si on prend les années récentes, hein, depuis 20 ans, la moyenne des multiples, elle est beaucoup plus faible en fait. Elle est beaucoup plus faible que ces 5 dernières années. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas réfléchir à court terme. Et je pense qu'il faut réfléchir à long terme, surtout si vous investissez dans les actions, parce que vous avez un horizon de temps qui est long. Et globalement, si vous avez un horizon de temps qui est long, tôt ou tard, vous serez exposé à des cycles qui seront, on va dire, en faveur, enfin moins en faveur des actions. Et ça, il faut s'y être préparé pas mentalement en fait, hein, tout simplement. Et quand on regarde, on va dire les Shiller P et les PER de marché, donc là j'ai mis le PER, la médiane depuis 2010 jusque 2024 aujourd'hui, et la médiane depuis 2020, donc je vous montrerai juste après. Donc là on est à 28, 29 fois les bénéfices à peu près sur le S&P 500, et on est sur une médiane d'à peu près 22. Donc voilà, donc on est largement au-dessus de la médiane depuis 2010, sachant que ces dernières années, on a eu quand même une période d'expansion assez très en faveur des actions, avec des taux d'intérêt qui étaient super bas, etc. Enfin bref, ce qui fait que le marché action a très bien a eu, on va dire, une période très prospère. Et à côté, on a la médiane depuis 2020. Depuis 2020, et on voit donc même en comptant la crise, la récession 2020, on est en moyenne sur un PER à 26. Donc on voit que la médiane, enfin oui, c'est plutôt la médiane que la moyenne, on voit que la médiane, elle est beaucoup plus élevée ces 5 dernières années que depuis 2010. Et ça, faut le prendre en compte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché, qu'on le veuille ou non, c'est un marché qui est quand même cher. C'est quand même un marché qui est quand même cher, et ça on peut pas le nier. Donc c'est pour ça qu'il faut, il faut regarder l'histoire, il faut regarder le passé pour vraiment tenir compte de ça, et pourquoi pas adapter son portefeuille en conséquence, et on verra comment est-ce qu'on peut faire après. Donc là c'est le Shiller P, donc c'est un autre critère. En gros le Shiller P, bon c'est un PER amélioré dans le sens où au lieu de prendre donc PER, pour faire simple, hein, c'est capitalisation sur bénéfice. Donc là pour évaluer le PER du S&P 500, on prend toutes les capitalisations divisées par les bénéfices produits par toutes les boîtes, et le Shiller P ça va être la même chose, sauf qu'on va prendre les capitalisations et on va diviser par la moyenne des bénéfices ces 10 dernières années, je crois. Je crois que c'est ça, la moyenne des bénéfices ces 10 dernières années, inflation déduite. Donc voilà, donc on tient compte de l'inflation, donc c'est mieux pour évaluer un marché. Par contre, c'est moins bien pour évaluer une entreprise, parce que du coup, ça prend pas en compte toutes les évolutions que peut avoir une entreprise. Mais par contre, pour évaluer un marché dans son ensemble, c'est très intéressant. Et on voit qu'en fait, donc là, c'est depuis 2020, c'est pas celui-là que je voulais montrer en premier. Depuis 2010, on est à 27, en moyenne 27,64, donc entre 27 et 28 depuis 2010. Donc c'est déjà très élevé. Mais on voit que surtout ces 5 dernières années, depuis notamment Covid, on est sur une moyenne à 32, quoi. Donc on est vraiment, enfin aujourd'hui j'ai l'impression que les investisseurs sont fous. Aujourd'hui on paye 30 fois les bénéfices, c'est devenu normal, quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui payer une boîte 15 fois, 20 fois les bénéfices, c'est limite devenu bizarre, quoi. Si on voit que quelqu'un a une boîte qui a un PER de 20, qui a un PER de 15 dans son portefeuille, on va se demander si la boîte elle a pas un problème. Alors qu'à la base c'est quelque chose de normal, quoi. Et ça faut bien en tenir compte. Et donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas être matrixé par ces dernières années, par le fait que les multiples on va dire ont été bien plus hauts que ces 10, 20, 30 dernières années. Et ce qu'il faut, c'est que vous, dans votre stratégie, il ne faut pas que vous standardisiez ces multiples élevés. Parce que sinon, vous pouvez vous exposer à des risques que vous vous exposiez pas avant, dont le risque des multiples et le risque de la valorisation. Ensuite, quelque chose d'intéressant, c'est notamment le S&P 500 depuis 2010. Donc là, on peut faire un calcul très simple. En gros, la croissance du bénéfice par action des actions donc, du S&P 500, elle a été d'environ 10% par an depuis 2010. Donc là, c'est très bien, c'est OK.
Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en fait, le PER, c'est simplement capitalisation ou cours de l'action divisé par son bénéfice par action. Et le cours de l'action, en fait, c'est simplement en fait le bénéfice par action multiplié par un multiple de valorisation. Donc par exemple, je sais pas, vous avez une action qui fait 2 euros de bénéfice par action, et vous avez, je sais pas, un multiple de 15, bah, vous allez avoir l'action qui va coter à 30 euros. Ça c'est très important parce qu'en fait quand on élargit ça au sens d'un indice, bah, en fait par exemple si ces 10 prochaines années, imaginons que le S&P 500 bah, il a une croissance de 10% par an de ses bénéfices, et que le multiple ne change pas, donc on reste à 29, votre rendement en tant qu'investisseur, il sera de 10% par an. Voilà, donc ça sera purement la croissance des bénéfices. À côté de ça, si le multiple fait x2, donc passe de 29 à 58, la performance, elle sera de 12,3% par an. Et donc ça revient à doubler, en fait, étant donné que c'est un rendement géométrique, ça revient à doubler à la fin. Donc en gros, votre rendement final sera 2 fois plus élevé que le rendement de base, parce que vous avez doublé amplement les multiples. Et d'un autre côté, si on revient par exemple à une moyenne historique, votre rendement il sera plus de 10% par an, ni de 12,3% par an, mais il sera de 7,7% par an. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tôt ou tard, on va revenir à des multiples qui sont, on va dire, qui sont plus logiques, qui sont historiques. Surtout que ces 10 dernières années, enfin, encore, je veux bien, quand on prend les 100, 150 dernières années, on est à une moyenne des multiples, une médiane des multiples de 15. Donc 15, ça peut paraître un peu faible, mais si on prend par exemple ces 20 dernières années, on est sur des multiples qui sont aux alentours de 20, 22, comme on a vu. Donc c'est vraiment pas impossible, et je pense que c'est très clairement même beaucoup plus probable que d'aller à 58, largement plus même. C'est beaucoup plus probable qu'on retourne à 20 qu'on aille à 58. Et donc le truc, c'est que bah, vous vous exposez directement, indirectement plutôt à un risque, qui est que bah, votre rendement futur, par rapport aux multiples auxquels vous payez votre S&P 500, votre entreprise ou autre, bah, il va être constamment réduit parce que vous l'avez payé à un multiple trop élevé. Je dis pas qu'il faut pas investir sur le S&P 500, évidemment que c'est un très bon investissement, surtout si on fait du DCA et que globalement vous avez une approche long terme et que vous vous en foutez, mais il faut être conscient du fait que les 15 dernières années, là où on a eu un S&P 500 qui a fait 14 ou 15% de rendement annuel, il ne faut pas standardiser ça parce que d'un autre côté, on a eu cette performance-là parce qu'on a triplé le multiple et qu'on est passé de un multiple de, je sais pas, 10-12 en bas de la crise de subprime à un multiple de 30. Donc ce qui fait qu'on a quasiment triplé le rendement initial parce qu'on a triplé le multiple. Donc voilà, donc ça c'est très très important. Et ensuite, donc là on a par exemple Warren Buffett, donc juste après on verra juste une astuce toute bête qui peut vous permettre d'avoir plus de croissance, enfin pas de plus de croissance, mais plus de rentabilité, tout en payant moins cher aux entreprises, donc en prenant moins de risques. Ça c'est vraiment une astuce toute bête, mais on la verra juste à la fin. Et en attendant, Warren Buffett, lui, bah, c'est un peu un indicateur aussi, donc évidemment, il ne faut pas reproduire ses faits et gestes, hein, mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, bah, on est à 277 milliards, bah, c'est marqué 277 milliards de cash, et parce que justement, Warren Buffett, bah, peut-être qu'il se doute bien qu'en fait, bah, les marchés ils sont beaucoup plus chers qu'avant, et que globalement, bah, il n'a pas vraiment d'opportunités aujourd'hui très attrayantes. Alors après, il faut savoir que Warren Buffett, il est dans une situation bien particulière, parce qu'il est là, il n'est pas dans une optique de croissance à tout prix de son capital, il est plus dans une optique de préservation de son capital, et de faire croître la valeur intrinsèque de sa boîte, donc de Berkshire Hathaway, pour ses actionnaires, et donc il s'en fout lui de surperformer le marché. En tout cas à l'heure actuelle ça devient très compliqué, et on le voit d'ailleurs, mais ce qu'il fait c'est qu'en fait juste lui la prise de risque, de toute façon il l'avait dit lors de cette dernière assemblée générale, il avait dit qu'il n'allait pas dépenser ses liquidités à part s'il était prêt, à part s'il pouvait gagner beaucoup d'argent sans prendre de risque. Et ça c'est ce qu'il a dit, je crois il y a quelques mois. Et globalement, en fait, ça se voit sur sa position en cash aujourd'hui. La vente de Apple en cash, ça veut tout simplement dire qu'il estime que le risque pris pour être exposé à Apple est beaucoup plus élevé, compte tenu du rendement, qu'être exposé à des bons du trésor américain qui rémunèrent 5% par an. Et donc voilà. Et ça, c'est un indicateur un peu que, comme quoi, le marché est cher, et que globalement, il y a beaucoup d'investisseurs qui le pensent, et que globalement, on n'est pas fou, et qu'il y a quand même des gens qui sont rationnels, qui restent rationnels dans ces moments-là. Donc voilà, donc ce qu'il faut, c'est vraiment, comme je viens de le dire, rester rationnel et ne pas standardiser ces multiples élevés. Faut savoir qu'aujourd'hui, Warren Buffett, il a vendu 56% de ses positions sur Apple depuis le début de l'année, ce qui est quand même énorme. Et voilà, ce qu'il a dit là, j'avais mis le petit passage, nous ne faisons rien avec nos liquidités, à moins d'être sûr de gagner beaucoup d'argent sans prendre de risque. Ensuite, une petite astuce pour, on va dire, payer moins cher vos entreprises, donc prendre moins de risques, parce que quand vous payez moins cher,
une entreprise, forcément vous prenez moins de risques, en tout cas le risque lié à la valo, et avoir plus de croissance, ce que vous faites, c'est que vous prenez ces critères-là en fait. Là actuellement, alors là j'ai mis 29 parce que c'est le marché, mais vous mettez par exemple un PER inférieur au marché, donc là globalement si vous êtes sur le marché américain, vous mettez inférieur à 29, et vous mettez la croissance du bénéfice par action supérieure à 8% par an, ou supérieure à 10% par an, si vous voulez être supérieur au marché. Il faut savoir que ces 10-15 dernières années, on a été à 10% par an, mais il faut savoir que depuis 1950 ou 1960, je crois qu'on est à peu près à 7% par an de croissance des bénéfices, bénéfices ou bénéfices par action, je sais plus. C'est vrai qu'il y a une petite différence, mais on n'est pas à 10. Hein. Si on élargit le spectre sur 50, 60, 70 ans, on n'est pas à 10% par an, on est plus aux alentours des 8, des 7, 8. Donc voilà, donc ce que vous faites, c'est que vous prenez des entreprises qui ont des PER inférieurs au marché, et vous prenez une croissance du bénéfice par action supérieure à 8, 9% par an. Et là, vous avez des boîtes qui ressortent. Alors, évidemment qu'il ne faut pas se baser que sur ça, mais à partir de là, vous pouvez construire une watchlist et ensuite analyser les boîtes. Donc je pense que de toute façon, ça va être le sujet des futures vidéos, hein, faire des analyses ensemble, etc. Et là, vous construisez une watchlist, et par exemple, aux US, en ce moment, vous pouvez avoir des boîtes comme, je sais pas, des boîtes comme Visa, vous êtes à peu près un PER de marché, voire légèrement en dessous, et vous êtes à une croissance estimée du moins supérieure à 8% par an, quoi. Donc ça devient intéressant. Et donc voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et en attendant, moi je vous dis à plus.